Monster était arrivé à 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 100 pays en distribution. C'est 10 ans, 7 jours sur 7, 17 heures par jour, à être dans les avions 5 jours sur 7, à pas voir tes enfants, voir ta femme que le week-end. Il y en a beaucoup qui disent ouais, je lancerai une start-up, ils font des PowerPoint, puis ils font des business plans. Et ils en parlent, et ils le font jamais. Vous aviez des parts, vous les revendez au moment où vous quittez l'entreprise, vous touchez plusieurs dizaines de millions d'euros. Qu'est-ce que ça fait dans la vie d'un homme de devenir multimillionnaire ? Ok, donc bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. La semaine dernière, je suis allé interroger Marc de Belfort, qui est quelqu'un qui a eu une carrière incroyable. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. C'est un entrepreneur, un investisseur, il a fait des trucs incroyables. Et on a abordé plein de thématiques intéressantes comme l'entrepreneuriat, l'argent, la réussite, mais aussi l'échec. Vous restez connectés parce que je pense que je vais sortir d'autres vidéos. Et puis bon visionnage. Bonjour Marc, comment ça va? Très bien, écoute, ravi d'être là. Je vais découvrir tes questions. Ok, est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement? D'accord. Écoute, Marc de Belfort. Alors moi, je suis né à Thonon-les-Bains. D'accord. Petite ville en Haute-Savoie. Moi, pendant mes études, je voulais vraiment partir à l'étranger. Donc j'ai fait un premier stage aux États-Unis où j'ai rencontré ma femme, à Los Angeles, il y a 25 ans. Et il s'avérait que j'en suis pas revenu pendant 15 ans. D'accord. Pour présenter votre carrière, du coup, Ouais. vous avez commencé chez Danone en 2005. Danone, c'est aujourd'hui, je crois, valorisé à 40 milliards de dollars. C'est assez énorme. Puis après, si vous voulez bien nous raconter votre expérience un petit peu chez Monster, Ouais. j'ai regardé la valorisation, je crois que c'est plus que Danone. C'est genre 50 milliards, quelque chose comme ça. Exactement. La petite start-up est devenue plus chère que le gros groupe. Ouais. Donc, Vous commencez donc en 2005 chez Danone, ouais. en tant que directeur général, notamment au Mexique, en Asie, en Océanie. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience qui vous a potentiellement après servi dans l'entrepreneuriat? Je ne sais pas s'il faut commencer dans une start-up ou commencer dans un grand groupe. On dit toujours c'est bien de commencer dans un grand groupe parce que tu apprends la structure de l'entreprise, comment fonctionne une grosse entreprise. Danone, je ne sais plus, ça va être 40 ou 50 000 personnes aussi. C'est vrai que c'est formateur, on voit comment sont structurées les réunions, comment des beaux comptes rendus sont faits, comment des analyses de marché, des analyses de potentiels produits. Tous les outils sont disponibles parce qu'il y a beaucoup d'argent dans un grand groupe. Donc on peut se permettre de faire beaucoup d'études consommateurs, utiliser beaucoup d'agences. Donc tout ça, on peut découvrir tout ça, et ça c'est pas mal. Après, si on ne l'a pas fait, est-ce pour autant qu'on va rater sa start-up? Je pense pas non plus. J'ai des copains qui ne sont jamais allés dans un grand groupe. Ils sont partis direct en start-up, en stage d'école de commerce ou juste après, et ils ont très bien réussi en apprenant sur le tas. Alors oui, ils n'avaient pas la connaissance des agences, il leur manquait des cordes à leurs arcs, mais finalement, ils ont appris sur le tas, et en apprenant sur le tas, on apprend 10 fois plus vite. Donc moi, j'ai appris chez Danone pendant 15 ans. Alors c'est sûr que 15 ans, ça forme, mais j'aurais peut-être appris autant en 3 ans dans une start-up à 25 ans. Donc voilà, donc je pense pas qu'il y ait une bonne et une mauvaise voie. Ce que je sais, c'est que moi, après 15 ans dans un grand groupe, je voulais en partir. J'avais un peu fait le tour et j'avais envie de créer mon truc à moi. Et j'avais regardé pour monter ma boîte ou rejoindre une boîte déjà créée. Et il s'avérait que ça a été Monster. En 2010, vous êtes directeur marketing sur la marque Evian. J'avais une question peut-être un peu innocente, mais comment on vend de l'eau? Comment on vend de l'eau? Alors, il y a plein de choses. Il y a des marchés où moi, quand j'ai lancé Evian aux États-Unis, l'eau minérale n'existait pas. Alors aujourd'hui, il y a de l'eau minérale dans tous les restaurants. Même une pizzeria te dit vous voulez de l'eau en carafe ou de l'eau en bouteille? Suggérez de l'eau payante ou de l'eau gratuite. Donc ça semble normal de vendre de l'eau en bouteille aujourd'hui partout dans le monde. Moi, quand j'ai lancé ça il y a 30 ans, aux États-Unis, la vente était d'expliquer pourquoi on mettrait de l'eau dans une bouteille. En fait, c'est pourquoi on vendrait une bouteille d'Evian plus chère qu'une bière. C'est-à-dire qu'une pinte de bière coûtait moins cher qu'une bouteille d'eau. Et l'Américain disait, mais qui va acheter de l'eau plus chère qu'une bière? Enfin, si je mets 4 euros, je m'achète une bière, je ne sais pas de l'eau. Donc il fallait créer le marché. Le marché de l'eau minérale n'existait pas. Le concept de mettre de l'eau qui vient d'un endroit magnifique, les Alpes, ils peuvent venir de Fidji, ils peuvent venir de plein d'endroits de la Terre, prendre une eau magnifique, la mettre dans une bouteille et la vendre, le concept n'existait pas.
Donc il fallait expliquer le concept aux gens. Et ça, c'est très difficile, ça prend beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, de créer un marché qui n'existe pas. En France, c'est complètement différent. Le concept de l'eau en bouteille existe depuis des années, Vittel, Evian, Badois. On a plein de marques, Contrex, on est tous marqués par ces pubs. Donc le marché, il existe. Donc là, tu ne te bats pas pour créer le marché, tu te bats pour prendre des parts de marché à la concurrence. C'est un jeu complètement différent. Les gens savent ce qu'est l'eau minérale, mais ça existe juste entre Evian ou Vittel. Le but, c'est de les attirer vers Evian et pas vers Vittel. Mais il n'y a pas à créer le marché. Donc c'est deux choses complètement différentes. D'accord. En 2010, donc, vous quittez Danone pour rejoindre l'entreprise Monster. À l'époque, elle était assez méconnue du grand public. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez rencontré les créateurs ? En fait, c'est eux qui sont venus me chercher parce que mon job principal chez Danone pendant 15 ans, ça a été de lancer justement la marque Evian et d'autres eaux dans le monde entier. Donc Evian était vendu en France, en Belgique, en Suisse, mais pas aux États-Unis, pas en Asie, pas en Australie. C'était une marque très européenne et l'idée était de l'exporter dans le monde entier. Et moi, j'ai monté des filiales en Amérique latine, aux États-Unis, en Asie, pour Evian. Et donc, ils ont vu que j'avais fait ça, et eux, c'était l'inverse. Ils avaient une marque de boisson énergétique, Monster Energy, vendue sur la côte ouest des États-Unis, et ils voudraient bien la vendre dans le monde entier. Donc, en gros, ils m'ont dit, t'as pris Evian, marque de France, tu l'as vendue aux États-Unis et en Asie. On voudrait que tu prennes Monster, une marque américaine, et que tu ailles la vendre en Europe, en Asie, et en Amérique latine, etc., etc. Donc, c'était le même job. C'était prendre une marque locale et en faire une marque globale. Quelque chose que j'avais déjà fait et donc ça les intéressait que je rejoigne l'aventure. Et donc ils m'ont proposé d'être partenaire de la start-up et de... Vous étiez vice-président, c'est ça ? Ouais. D'accord. Voilà. Et on a lancé pendant donc 7-8 ans, pour donner un rythme, 2 à 3 nouveaux pays par mois. Ce qui est un rythme très élevé de lancement. Une boîte généralement lance 2 pays par an et est déjà content. Nous, on lançait 2 à 3 nouveaux pays par mois, avec à chaque fois une production locale. Donc c'est pas de l'export juste où j'envoie un container en Inde et je dis je suis en Inde. C'est une usine locale en Inde, voire plusieurs usines en Inde, un distributeur, etc. etc. Donc on a lancé plus de 100 pays en 8 ans. D'accord. Justement, en 2015, je crois, il y a 16,7%, quelque chose comme ça, de l'entreprise qui est vendue à Coca-Cola pour plus de 2 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contrat ? Alors, oui et non. Non. Coca était intéressé dès le départ. Donc dès le départ, Coca était intéressé par la catégorie des boissons énergétiques parce que c'est très valorisé. Donc vendre une canette de boisson énergétique, c'est 2 euros. Vendre un Coca, c'est 1 euro. Donc ils préfèrent vendre des boissons énergétiques que du Coca. Donc voilà, c'est mécanique, c'est 2 fois plus d'argent parce que c'est des produits valorisés. Donc on appelle ça functional drinks. Il y a aussi des alicaments, des gummies, qui sont des bonbons avec des fonctionnalités pour mieux dormir, pour avoir une plus jolie peau. Toutes ces choses avec une fonctionnalité ont de la valeur ajoutée, en fait, sont plus profitables. Donc cette catégorie des boissons énergétiques, qui était en train vraiment de décoller, intéressait Coca depuis le début. Mais Coca, comme les grands groupes, n'a pas une vocation à acheter une marque qui est dans 3 pays pour la construire dans 100 pays où elle n'existe pas. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on fasse le job, qu'on soit dans 100 pays et qu'on revienne les voir quand on sera dans 100 pays en disant « ça y est, on est dans 100 pays, maintenant est-ce que vous pouvez nous acheter ?» Et là, ils ont dit oui. Donc l'intérêt était là depuis le départ, mais il fallait avoir une certaine surface en distribution mondiale et un certain volume pour intéresser quelqu'un comme Coca. Quand on fait 5 millions d'euros, on n'intéresse pas Coca. Donc quand Monster s'est revendu à Coca, enfin les 20% dont tu parles, on devait faire 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Suffisamment de poids pour intéresser Coca-Cola. Donc voilà, donc il y avait ce délai, cette construction pour arriver à un deal avec Coca. Ils ont pris 20%, puis plus par la suite. Et Monster est coté au Nasdaq, donc est tradé. Tout le monde peut acheter des actions de Monster aujourd'hui. Okay. Et c'est 50 milliards la valo, ouais. Donc, c'est assez énorme. Bah c'est 50 fois Instagram, pour les jeunes qui pensent à Instagram c'est gros. Instagram a été vendu 1 milliard, donc c'est 50 fois Instagram. C'est plus gros que Danone, effectivement. Du coup, vous passez 7 ans chez Monster. En 2017, vous quittez Monster. Pourquoi cette décision ? Parce que ça a été en partie donc racheté par Coca. Et je pense qu'il y a 2 types de jobs en fait. Il y a le job d'entrepreneur, c'est celui qui crée la marque et qui la lance dans des pays où il n'y a rien et qui crée la première étincelle, si tu veux, celui qui fait la première étincelle où le feu commence à prendre. Ça, c'est un job entrepreneur. Et puis il y a un job qui est general manager, qui est un job complètement différent, qui est celui qui arrive,
et qui prend un business qui fait déjà 10 millions, 100 millions, 1 milliard, et qui le manage, et qui gère des milliers de personnes, des employés, des filiales, des structures, des gros budgets. Et ça, c'est un job de general manager. Moi, j'ai toujours été intéressé par le job d'entrepreneur. En gros, les trucs petits. J'ai des amis qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fais à être dans 15 startups? Il n'y en a pas une qui fait plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ridicule. » Moi, elles m'intéressent quand elles font pas 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, quand elles sont toutes petites, quand elles sont en construction. Eux, ce qui les intéresse, c'est manager L'Oréal, manager Danone, manager LVMH, tu vois, des filiales, être patron de Dior, de marques qui font 100, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un job différent. Monster n'était plus une marque d'entrepreneur. Monster était arrivé à 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 100 pays en distribution. C'était devenu un Danone, un énorme mammouth. Et donc pour moi, beaucoup moins intéressant. Pour d'autres, très intéressant. Pour moi, c'était plus ce que j'appelle une start-up entrepreneuriale, quoi. Ça devient une grosse boîte. Et donc, avec le rachat de Coca, qui prenait en plus toute la distribution, dans l'accord, Coca reprend la production et la distribution de Monster. Bon, il y avait plus de choses très intéressantes à construire, beaucoup était déjà fait. Et pour moi, c'était temps de vendre mes parts et faire autre chose. Justement, du coup, vous aviez des parts, donc vous les revendez au moment où vous quittez l'entreprise, vous touchez plusieurs dizaines de millions d'euros. Qu'est-ce que ça fait dans la vie d'un homme de devenir multimillionnaire? Alors je ne sais pas si c'est un but, je ne pense pas que ça doit être un but, honnêtement. Si vous êtes jeune et que vous regardez ça, devenir riche, je pense que c'est un mauvais but. Vouloir construire quelque chose qui réussit, ça c'est un chouette objectif. Être passionné par ce qu'on fait, se dire tous les jours je vais construire ma boîte, faire tes interviews, et puis en faire 2, puis 10, puis les structurer et construire le truc, ça c'est un bel objectif. Est-ce que ça te mènera à gagner beaucoup d'argent parce que ça deviendra une chaîne YouTube hyper populaire? Peut-être. Mais ça ne doit pas être l'objectif. Ton objectif, c'est pas je fais une chaîne YouTube pour gagner de l'argent. Non, je fais une chaîne YouTube pour construire des choses intéressantes et que des milliers de gens la regardent et que j'apprenne en le faisant, etc. Donc il ne faut pas se tromper d'objectif. L'argent ne doit jamais être l'objectif. Après, qu'est-ce que ça change? Ça donne une liberté de faire ce qu'on veut. Et ça, c'est quand même sympa. Donc faire ce qu'on veut. Partir en vacances quand on veut, prendre 6 mois sans bosser, mais aussi faire ce qu'on veut, dire tiens, j'aime bien ce jeune, j'ai envie de sponsoriser son entreprise et d'être business angel et d'investir dans la boîte d'un jeune pour l'aider, parce qu'on a les moyens pour le faire. Donc ça permet cette liberté. Et ça peut-être pas de prix, cette liberté. Alors que la plupart des gens, si on choisit une carrière plus traditionnelle, le job, même quand j'étais directeur général chez Danone, ça reste lundi à vendredi, 8h, 19h, toutes les semaines, avec une hiérarchie, une structure, jusqu'à, il y a les débats sur la retraite en ce moment, mais jusqu'à 60, 65, 67 ans, tu sais que tu vas faire ça du lundi au vendredi jusqu'à 65 ans, en changeant de job de temps en temps, etc. Mais quand même, cette structure et ce cadre est quelque part un peu une absence de liberté. D'accord. Donc, vous quittez en 2017 Monster, et en 2018, vous co-créez Oubzi, qui était dans la décoration d'intérieur, dans tout ce qui est les lampes, etc. Vous passez du milieu agroalimentaire à la décoration d'intérieur. Pourquoi ce changement un peu brut? Alors là, c'est toujours avec les personnes qu'on rencontre, que ce soit pour Oubzi ou pour les startups dans lesquelles j'investis. C'est jamais le produit ou le marché ou la taille de la boîte ou le chiffre d'affaires. C'est toujours les gens. On rencontre les personnes et on se dit j'aimerais passer du temps avec eux, ils ont l'air intelligents ou pas. Et donc c'est avant tout une histoire de rencontre. Oubzi, c'est quelqu'un que je connaissais, que j'avais rencontré à Hong Kong. On s'entendait bien et on avait envie de faire quelque chose ensemble. Donc c'est avant tout une rencontre. Après, pourquoi Home Déco Luminaire? C'était intéressant de voir que sur la plupart des catégories de produits, on peut citer une marque. Donc je te dis téléphone, tu vas me dire Samsung, Apple. Je te dis télévision, je te dis... Mais si je dis lampe, luminaire, personne ne sait citer une marque. Les gens vont dire, je sais pas, Ikea, Leroy Merlin. Oui, ce sont des distributeurs, mais ce sont des distributeurs, c'est pas une marque. Il y a des marques très très haut de gamme de luminaires, donc peu connues. Donc l'idée avec Oubzi, c'était de lancer une marque de luminaires mass market, 30 € et de rentrer dans tous les foyers français. C'est un bon moyen d'installer ta marque dans tous les foyers français. Parce qu'en fait, comment une marque devient connue? En étant dans tous les foyers. Et donc il faut trouver une catégorie où il y a une forte pénétration. C'est-à-dire où les gens achètent plusieurs fois par an cette catégorie de produits. Et là, tu sais que tu vas pouvoir rentrer dans tous les foyers français. Bon, tous les foyers français achètent en moyenne 2 lampes par an. Voilà. Donc il y a 70 millions de Français, il y a 140 millions d'opportunités de rentrer dans les foyers français avec une lampe
chaque année. Donc ça permet d'installer la marque dans le foyer. Elle rentre littéralement là dans ma maison, bam, avec la lampe Hoopsy. Et une fois que j'ai la lampe Hoopsy et le nom Hoopsy est rentré dans la maison, bah c'est une entrée, c'est un cheval de Troie si tu veux. Tu fais rentrer, tu rentres dans la maison par la lampe, mais après rien n'empêche de faire des canapés, des tapis et d'autres choses dans le milieu du home déco. Donc c'est le cheval de Troie qui permet de rentrer dans les foyers. C'est ça qui était intéressant dans ce concept. En parallèle de la création de cette entreprise, vous investissez aussi massivement dans des startups. Donc vous essayez d'accompagner des entrepreneurs à aller le plus loin possible. Je peux citer notamment Moon qui fait de l'éclairage en Afrique, Akawetu, je crois que c'est ça, Akawetu, ouais. Akawetu qui fait des planches de surf. J'en avais une troisième, oui, c'était Native Company qui faisait de la distribution tous les mois de croquettes de chiens, de chats, enfin qui fait plein de choses. Comment vous choisissez les entreprises dans lesquelles vous allez investir ou ne pas investir? Alors, à nouveau, 2 réponses. La plus simple, en fonction des gens. Trouver des gens intelligents. Quelqu'un d'intelligent, quand il va être face à un problème, il va pivoter. On dit. Donc, il va être face au problème, au lieu de se prendre le mur, il va éviter le mur, il va se réinventer un peu et il va continuer. Donc, trouver des gens intelligents, c'est quand même le critère principal. C'est ce que je disais, le fit avec les gens qu'on rencontre. Après, moi, j'avais fait un doc qui est sur mon LinkedIn où je crois que j'avais mis 23 critères d'investissement dans une startup. Donc j'en ai 23, donc je ne vais peut-être pas tous les lister, mais tu peux les retrouver et tu verras, il y a principalement, si je ne reprends pas les 23, mais la taille du marché. Je trouve que souvent on se défonce pour lancer quelque chose qui finalement est sur un marché qui n'est pas si gros que ça. Donc investir dans une startup qui, même si elle réussit tout ce qu'elle dit qu'elle va faire, au final ne sera pas super grosse. Il faut mieux peut-être parier sur quelqu'un qui a la chance, un jour, si elle réussit tout, de faire comme Monster, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qu'une start-up qui, si elle réussit tout, au mieux fera 3 millions. Donc la taille du marché sur laquelle se positionne la start-up est un critère intéressant quand même. D'accord. Là, très récemment, en 2022, donc, vous avez créé My Little Candle. Donc, ce sont des bougies parfumées avec un concept un petit peu spécial de bijoux à l'intérieur. Là, pareil, pourquoi ce choix? Alors là, c'est un peu différent. On avait déjà créé une boîte de bougies qui s'appelait My Jolly Candle, qui a été revendue au groupe Berger. Et moi, pour avoir suivi cette start-up pendant 4-5 ans, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes dedans et des erreurs qui avaient été commises. Et donc, je me suis dit, c'est dommage de revendre ça et de passer à autre chose. On peut probablement reprendre l'idée de base, mais améliorer tout ce qui était à améliorer sur les opérations, sur le positionnement du produit, sur la marque, pour faire une V2 nettement améliorée très rapidement. Donc c'était ça l'idée, c'était de construire sur un échec de la première start-up, qui au final a été revendue pour quasi rien, pour faire une deuxième start-up V2 qui serait successful. D'accord. Et alors, ça a marché? Ouais, écoute, on a lancé en novembre, donc ça a très bien marché. Bon, on a lancé un test de 6 semaines qui a très très bien marché. Et on a intégré... En fait, la façon dont on a fonctionné, on s'est dit on fait un test de 6 semaines, on arrête, on regarde tous les commentaires clients, tout ce qu'on nous dit qu'il faut changer, améliorer, ça c'était bien, ça vous pouvez faire mieux. On retravaille une V2 et on relance la V2 là, le 15 avril. D'accord. Pour terminer cette interview, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes entrepreneurs qui aimeraient se lancer? Oui, alors ça fait le vieux qui donne des conseils, mais n'attendez pas trop. Je pense que moi, par exemple, j'ai trop attendu 15 ans chez Danone avant de rejoindre le monde de l'entrepreneuriat. C'est long. Si vous choisissez un grand groupe, passez 2 ans dedans, 3 ans, et puis allez créer votre boîte ou rejoignez une start-up, ou si c'est ce qui vous tente, il faut le faire assez vite. Je pense qu'il ne faut pas trop attendre et pas avoir peur de se dire non mais j'ai pas assez d'expérience, je peux pas lancer mon truc tout seul, j'ai 20 ans. Oui, bah il y en a beaucoup qui ont eu d'énormes succès à 20, 22, 25 ans. Donc en sortant de ses études, après 2-3 stages dans des grands groupes, on peut lancer sa boîte, apprendre sur le tas, faire des erreurs, pas avoir peur de faire des erreurs. On apprend peut-être plus de ses erreurs que de ses réussites. Et donc je pense qu'il faut oser le faire. Donc il y en a beaucoup qui disent ouais, je lancerai une start-up, ils font des PowerPoint, puis ils font des business plans, et puis ils lisent des bouquins sur comment lancer une start-up, etc. Et ils en parlent, et ils le font jamais. C'est comme les gens qui disent oh, moi j'adorerais partir à l'étranger, prendre un job d'expatrié. Bah très bien, j'ai un job pour toi à New York, tu viens? Ah oui, non mais là, tout de suite, ah non mais attends, j'ai ma copine qui est là, puis là, le concept m'intéresse, mais tout de suite, là, faut y aller, bah peut-être pas finalement. Finalement, il n'y en a pas beaucoup qui y vont.
qui partent à l'étranger ou qui créent leur boîte. Il y en a beaucoup qui en parlent. Donc, il faut se poser la vraie question de se dire, je dis que je veux faire ma start-up parce que c'est cool, ou je veux vraiment faire ma start-up. Il faut être convaincu du truc, c'est pas se mentir à soi-même pour frimer avec les copains et à l'école. C'est est-ce que je veux vraiment créer ma start-up? Si on est vraiment convaincu, alors il faut le faire. Mais c'est un engagement, parce que c'est loin d'être une partie de plaisir. Les gens nous disent toujours, ah bah Monster, dis donc, en anglais on dit c'est un overnight success, un succès en une nuit. Oui, longue nuit quand même, 10 ans. Donc c'est 10 ans, 7 jours sur 7, 17 heures par jour, à être dans les avions 5 jours sur 7 de la semaine, à pas voir tes enfants, voir ta femme que le week-end. Donc pendant 10 ans, pas pendant 6 mois ou 1 an ou 2 ans. Et les gens croient toujours, oh, je lance une start-up, machin, dans 3 ans, 4 ans, je la revends. C'est jamais ça. Donc c'est au mieux, on la revend dans 5, 6, 7 ans et en général plutôt dans 10. Donc c'est un engagement de 10 ans, de ta vie. Des engagements de 10 ans dans une vie, on ne peut pas en faire 50. Donc il faut réfléchir, est-ce que je veux consacrer 10 ans de ma vie à lancer cette start-up? C'est la vraie question. Après, si on dit oui, je veux 10 ans de ma vie, faire 15 heures par jour que ça, alors on y va et on le fait. C'est pas la peine d'attendre d'avoir 40 ans pour faire ça. Il faut être convaincu, il faut être motivé, il faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices. Si on n'est pas tout à fait prêt, si on hésite, si on se dit ouais, je le ferai, mais peut-être pas 10 ans, peut-être que je travaillerai pas le week-end, peut-être que je le ferai à mi-temps. Donc là, elle va échouer, la startup. C'est même pas la peine d'essayer, on va juste échouer. Donc voilà, il faut savoir ce que ça nécessite en engagement, se poser la bonne question, est-ce que je suis prêt à faire ça? Et si on répond oui à cet engagement de 10 ans, alors on y va. Et on se consacre à fond là-dedans. Vous parliez justement des erreurs. Est-ce que vous avez fait des erreurs? Est-ce que vous êtes pris des murs dans le monde de l'entrepreneuriat? Oui, bien sûr. On dit business angel. Donc, tu vois, business angel, c'est les gens qui investissent dans des startups. Hein. En étant business angel, on comprend pourquoi c'est angel, un ange, parce que c'est quelqu'un qui se sacrifie et perd beaucoup d'argent, en réalité, la plupart du temps. Il y a peut-être une startup sur 1000, une sur 100 qui s'en sort et une sur 1000 qui réussit vraiment. Tu peux te dire, j'investis dans 1000 boîtes, il y en a une qui deviendra peut-être une licorne. Vu qu'on n'investit pas dans 1000 boîtes, la chance de tomber sur la licorne est en fait assez petite. Donc moi, bien sûr, l'année dernière, en investissement, l'année dernière, rien que sur l'année dernière, j'ai perdu 2 millions d'euros. Donc c'est des sommes vite colossales. Parce qu'on n'est pas en train de jouer avec oh, j'ai mis 2 000 euros dans une start-up ou 10 000. Non, on met tout de suite 100 000, 200 000, 500 000. Donc quand une start-up ne va plus, ne fonctionne plus, ben, tout de suite on perd beaucoup d'argent. On est dans la vraie vie, dans le vrai monde de l'entrepreneuriat. On ne réussit pas une entreprise avec, à mon avis, moins de 200 000 euros de capital de départ à investir. Pour créer le produit, un joli site web, un peu de pub, 200 300 000 euros, c'est le minimum pour se lancer sérieusement dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, les investissements sont conséquents et on perd rapidement beaucoup d'argent. Donc oui, j'ai perdu beaucoup d'argent en croyant aller dans des startups performantes qui finalement, Covid, etc., allaient très bien, puis ça s'est retourné et on fait faillite. Donc, faut être prêt à accepter ce risque, sinon il ne faut pas jouer. D'accord. Écoutez Marc, cette interview touche à sa fin. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Et puis, peut-être à bientôt. Ça marche, avec plaisir. Et puis, je te conseille de créer ta boîte. Merci. Salut. Au revoir.